Ce que je vous propose, c'est peut-être si vous parlez suffisamment fort, qu'on répète la question dans le micro, comme ça tout le monde l'aura. Voilà, on va essayer avec Sébastien de répondre sur des temps assez courts si vous avez beaucoup de questions, pour éviter de frustrer ceux qui attendraient leur tour et par de très longues réponses, sachant qu'il est possible de nous contacter. Moi, j'ai un blog, une adresse mail, c'est facile de me trouver. Toutes les réactions de mes étudiants sont sur Internet, hein, les positives, les négatives, donc il y a vraiment de quoi faire. Voilà, donc est-ce que vous pensez que votre méthode de classe renversée est applicable à tout type de matière? Je pense notamment des matières qui sont beaucoup plus théoriques, des quantiques ou des choses comme ça. Donc la question, c'est est-ce qu'on pense que la méthode de classe renversée est applicable à tout type de matière, surtout certains types de matières théoriques, c'est ça, peut-être des matières différentes de la biologie. Donc peut-être tu peux répondre. Ouais. Alors, ça dépend ce qu'on entend par classe renversée. Donc, je pense qu'on peut voir ce qui a été proposé, donc les exemples. Et normalement, vous pouvez imaginer que finalement, on ne peut pas imiter et qu'il est toujours possible d'adapter. Et moi, mon sentiment, c'est qu'il est possible d'introduire une forme d'activité, de pédagogie active dans l'enseignement. Alors, ce ne seront pas les formes que je ne pense pas qu'on pourra mettre les étudiants devant des tableaux pour produire des équations ensemble. Et tout est possible, je n'ai pas les solutions, mais pour moi, oui. Mon élément de réponse, c'est qu'on ne peut pas adapter telle quelle une méthode à une autre, à n'importe quel type de matière. Par exemple, dans ma matière, si un étudiant est très fort sur les virus, il peut être faible sur les bactéries. Peut-être qu'il y a des matières où il y a sans doute des matières, ça existe, où il faut certains niveaux. Hein, il faut acquérir un niveau avant de passer au suivant, en mathématiques, des démonstrations, des choses comme ça. Moi, j'ai des enseignants, des collègues qui font pas des classes renversées, mais ils font des séances renversées ou des chapitres renversés. C'est-à-dire qu'ils continuent un cours académique avec du séquentiel, et puis sur certaines parties, ils s'inspirent de ma méthode. Moi, la première fois, avant de faire une classe renversée, je faisais des chapitres inversés. Voilà. Ce qu'il faut surtout avoir en tête, c'est que quelles que soient les méthodes d'innovation pédagogique, elles peuvent s'appliquer dans n'importe quel type de domaine, que ce soit formation initiale, formation continue. C'est juste de voir un petit peu comment on peut les adapter à son cours. Oui, alors on va aller. 1, 2, 3. Allez-y. Alors, la première question, c'est est-ce que le succès de la méthode réside ou pas sur le fait que c'est une méthode un peu exceptionnelle, c'est ça, et que si c'était reproduit dans tous les cours, ça ne marcherait plus. Sur ce point-là, moi je pense qu'il ne faut surtout pas faire de l'innovation pédagogique sur l'ensemble d'un cursus. En tout cas, j'imagine mal mes étudiants, pendant les 3 années de baccalauréat, on va dire comme ça, faire tous leurs cours de cette manière-là. Donc l'innovation pédagogique, sur certains points, ça peut être complémentaire. Après, le côté nouveau, je peux vous dire qu'il faut qu'il y ait du dynamisme quand même, parce que si vous imaginez une innovation pédagogique la plus incroyable possible, et si ensuite elle ne bouge pas, c'est-à-dire que si vous la servez à vos étudiants toujours de la même manière, au bout de quelques semaines, quelques mois, ils vont retomber aussi dans l'ennui. Le côté nouveau, je veux dire, ne dure pas très longtemps. Vous avez parlé de classe. Est-ce que vous avez conservé la séparation classique, cours théorique, exercice, travaux pratiques, ou est-ce que vous avez mélangé tout ça? Donc je vais répondre pour moi, puis je te donnerai le micro. On parle de classe, est-ce qu'on a gardé la séparation cours classique, théorique, travaux pratiques, travaux dirigés? Dans le cas de mon module, oui. Donc moi, mon cours magistral est transformé en classe renversée. Les travaux pratiques restent de manière pratique sur d'autres sujets, et il y a quelques ED ou travaux dirigés. Là, juste la remarque que je voulais faire par rapport à ça, c'est que souvent dans l'enseignement, et en France c'est très, très, très fort, on a complètement fragmenté et disséqué la façon d'enseigner. On a estimé qu'il y avait de l'enseignement académique. Ensuite, on a dit on peut faire des travaux dirigés avec des exercices. Après, on a dit on peut faire des travaux pratiques en laboratoire, et puis même faire des stages sur le terrain. Donc on a souvent séparé les choses, segmentées. Peut-être que dans certaines approches, c'est intéressant de faire un peu les deux, parce que quand on regarde ma classe renversée, vous venez dans ma classe, des fois vous pourriez vous dire, tiens, il y a un moment ça ressemble à de l'académique, il y a un moment ça ressemble à du TD, il y a un moment... Donc c'est important aussi de se dire qu'il y a différentes façons, du plus théorique au plus pratique, de faire travailler les élèves. Oui, j'adhère à la conclusion, mais au niveau de
finalement de la mise en pratique. Donc mon cours c'était 2 tiers de théorie, 1 tiers de mise en pratique. Donc des séances d'exercice en fin de cours et un TP de mise en situation. Ici j'ai mélangé l'ensemble. Donc le TP a lieu, l'équivalent du TP, on prend 1 heure ou 2 pour en séance. Plutôt que d'être sur les tableaux, on est sur le PC, on expérimente. Et les exercices, vous avez compris, ils se font un petit peu en continu. C'est juste la dernière séance était consacrée aux exercices récapitulatifs pour un petit peu rassurer tout le monde. Voilà une question d'examen. Voilà, bon, vous avez réussi à y répondre en groupe, donc il n'y a plus qu'à travailler pour aller à l'examen. Donc j'ai 2 questions. Une première question sur la faisabilité sur des temps très courts, parce que vous disiez que c'est quand même un temps d'adaptation. Donc sur un cours de 3 heures, les étudiants ne connaissent pas, est-ce que c'est possible? Donc la première question sur... Je vais répéter la question. Donc sur le fait que est-ce qu'on peut adapter la méthode, utiliser la méthode sur des temps très courts, puisque compte tenu d'une phase d'adaptation, finalement on peut avoir quelques difficultés. Je peux répondre. Je pense qu'en effet il faut de nouveau, si on veut appliquer la méthode telle quelle, moi j'avais mes 48 heures devant moi, donc j'ai pris le temps d'eux. Je pense que dans le cas de cours différents, il faudrait peut-être imaginer d'autres solutions qui permettraient de tenir compte de ce temps plus court. Sur cette question-là, donc ma classe renversée en bachelor, baccalauréat 3, licence 3 chez nous, je le fais sur des séquences de 30 heures avec des étudiants français, francophones, mais j'ai des séquences aussi en master 1 international, en microbiologie. Là, je n'ai les étudiants que 12 heures. Donc l'enseignement se fait en anglais. On travaille aussi en classe renversée sur 12 heures. Et ce sont des étudiants, ils sont 35 dans une promo, 25 ou 35, et ils proviennent de 17 pays différents. Et c'est très intéressant de voir ces méthodes-là avec des étudiants asiatiques, indiens, japonais, américains. Et là, on se rend compte de l'importance culturelle en termes éducatifs. Il y a des, je dirais, entre les asiatiques, les anglophones, les américains ou les africains, de très grandes différences dans la façon d'accepter ces méthodes. Et l'autre question, ce serait si c'est le cas, est-ce que vous faites des parallèles entre cette démarche et l'activité de chercheur, parce qu'on retrouve quand même beaucoup de choses. Oui, donc la question c'est de savoir s'il y a un parallèle entre finalement la démarche qui a été mise en place en classe et l'activité de chercheur. Mais clairement, je pense que ce que vous avez vu, c'est finalement l'activité du chercheur qui est reproduite également en classe. Le chercheur, il se questionne, il imagine des solutions, il teste ses hypothèses, il expérimente, il partage. Voilà. Donc je pense qu'en effet, on peut clairement faire la comparaison. Pour ma part, moi je suis passé d'une carrière où j'ai fait 18 ans de recherche moléculaire, en recherche médicale, à maintenant 2-3 années de recherche, je ne vais pas dire en sciences de l'éducation, ça serait un peu trop prétentieux, mais on observe, on analyse. On a commencé les 2 premières années de classe renversée à juste faire une sorte de démarche qualité, c'est-à-dire de voir avec les étudiants ce qui semblait être apprécié, non apprécié, efficace ou pas. Et depuis 2 ans, on a des programmes de PhD, donc j'ai une étudiante américaine qui étudie ma classe et 12 autres classes différentes dans le cadre d'une activité de recherche avec Marcel Lebrun et l'Université de Louvain. Quel est l'impact? Quels sont les impacts des innovations pédagogiques sur l'engagement des étudiants en cours? Ça peut être aussi un autre sujet sur le bien-être du professeur, etc. Donc on a seulement démarré depuis 2 ans une activité recherche, parce qu'on est des universitaires. Mais avant de frapper à la porte des sciences de l'éducation, donc je vais essayer de bien me faire comprendre, avant de frapper à la porte des spécialistes dans la recherche et l'innovation et de leur dire comment vous pourriez m'accompagner de manière je dirais, très sérieuse et critique dans mon expérience, on a préféré, nous, à l'université, monter un champ expérimental, même si c'était un peu empirique, l'expérimenter, travailler avec les étudiants. Et au bout de 3 ans, quand on a eu ce champ expérimental, les chercheurs ont été attirés. Mais je pense que c'est vraiment important d'accompagner ces démarches avec des réflexions en termes de recherche. Peut-être juste un complément avant. Je pense qu'en effet, le fait d'avoir été chercheur permet d'être un peu plus à l'aise face à ces techniques. Et on a peut-être justement le devoir, pour des enseignants en haute école qui ont peut-être moins fait de recherche, pour les étudiants en secondaire, peut-être d'apporter notre expérience, montrer qu'il est possible de le faire, quoi. Donc voilà. Oui, Sandrine ? Est-ce qu'on a déjà vu ce genre de méthode à des grands auditoires, 100 personnes ou plus?
Une des premières réactions que j'ai eues, la première année, quand j'ai présenté ma classe renversée, donc la première année, j'avais 38 élèves, après je suis passé à 40, donc j'ai jamais dépassé 50, hein, personnellement, c'était de dire, oui, ta méthode, elle est possible, mais tu vas être limité par le nombre. Alors que ça pourrait être des fois difficile de la faire avec seulement 6 ou 7 élèves, hein, si on veut travailler en équipe. Et j'ai eu la chance, parce qu'on a fait beaucoup de voyages apprenants, donc on s'est aussi inspiré en se déplaçant. On a organisé des inspirations internationales. Et au MIT, à Boston, hein, donc là, on n'a pas pris n'importe quelle université, il y a des plateaux entiers de sciences physiques et chimie. Donc j'ai assisté à des cours avec un enseignant notamment de 72 ans, avec un micro, et qui faisait ce type de classe renversée ou inversée, avec 120 étudiants. Donc je ne sais plus si c'est 12 équipes de 10 ou 10 équipes de 12. Chaque équipe avec des plateaux, des ordinateurs, 2 projections. Une projection avec le cours, une projection avec les exercices. Et donc c'était il y a 2-3 ans. J'étais super étonné. Et ce professeur de 75 ans, il pratiquait la classe renversée depuis 15 ans déjà. Et quand les cours sont ouverts aux inscriptions, il y a des étudiants qui font la queue à 3h du matin pour aller s'inscrire parce qu'ils savent que 120 places, c'est le nombre de places limité. Alors oui, on peut faire ça avec les innovations pédagogiques, on peut les mener avec n'importe quel nombre d'étudiants. C'est une difficulté. Plus il y a d'étudiants, plus il faut s'organiser différemment. C'est sûr que c'est plus difficile avec un grand nombre d'étudiants. Par contre, si on prend comme principe de base de se dire il y a un nombre limite, je ne peux pas dépasser 60, ou alors je peux faire ça avec des Master 1, Master 2, mais pas avec des premières années, ça c'est une fausse excuse. On peut faire avec n'importe quel niveau, dans n'importe quelle matière, quel que soit le nombre. Il faut juste adapter la situation à l'environnement. Alors peut-être plus une question pour vous, M. Caillet, parce que vous avez un peu plus de recul sur la question, mais finalement, est-ce que vous avez quantifié le résultat de OK, apparemment elle marche, elle est plutôt bien reçue, mais est-ce que vous atteignez mieux les objectifs que vous avez fixés? Donc la question, c'était de demander, c'est toujours la même question, est-ce qu'on a des résultats un peu quantitatifs? Est-ce qu'on a évalué l'efficacité de la méthode en termes quantitatifs, c'est-à-dire de meilleurs résultats des étudiants, etc. Donc très clairement, dans ma méthode depuis 4 ans, aucune différence. C'est-à-dire, les bons élèves restent les bons élèves, les élèves plutôt moyens restent moyens, les mauvais élèves ou moins bons élèves restent les mêmes. C'est le même pourcentage de réussite. Alors moi, j'avais à peu près 85 à 90% de réussite. J'ai toujours 90% de réussite et j'ai qu'une cinquantaine d'élèves. C'est pas très pertinent. Par contre, sur la façon de travailler, d'interagir, de s'impliquer, là, il n'y a pas photo. La méthode en termes d'implication, c'est extraordinaire ce qu'on arrive à obtenir. Ça, c'est pour ma méthode. Alors, il y aura une petite différence, c'est en élimination. C'est-à-dire que dans ma méthode, même si le classement des étudiants reste le même, la différence, c'est que je ne perds plus d'étudiants. Avant, quand j'avais une méthode un peu plus académique, je perdais 10-15% de mes étudiants qui étaient largués parce qu'ils n'arrivaient plus à suivre. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que sans que ce soit au détriment des meilleurs élèves, les élèves de niveau moins bon réussissent, restent accrochés à la méthode. Une illustration, c'est qu'il y a 2 ans, on m'a rajouté 25 élèves de niveau beaucoup plus faible, des baccalauréats plus professionnels en alternance, et on m'a demandé de leur faire suivre le même programme, et moi je les ai inclus en classe renversée, et donc en les mettant dans des équipes et en les mélangeant. Il y a un de ces étudiants, le premier cours m'a dit: vous savez, monsieur Caillet, vous allez avoir des difficultés avec nous parce que nous, sur les 25, il y en a 5, on n'a plus fait de génétique ou de biologie depuis 4 à 5 ans. Moi-même, d'ailleurs, je ne sais même plus ce que c'est qu'une molécule d'ADN. Donc, quand je vois le programme, ça va être un peu compliqué. On les a mis en place, ils ont travaillé. Et je raconte ça souvent. Au bout de 3 mois de cours, cet étudiant en question, il était en train de dessiner des schémas sur le mur avec d'autres étudiants. Et il dessinait. Donc, je m'approche de lui, puis je le regarde. Et il se retourne, il me dit je dis non, vas-y, continue. Donc il était en train de dessiner, je lui dis qu'est-ce que tu fais? Il dit là, je suis en train de dessiner la régulation de l'opéron lactose de telle espèce de bactérie en absence de glucose, et je suis en train d'expliquer comment l'enzyme de telle nature se fixe sur le promoteur pour empêcher tel mécanisme avec le co-inducteur, etc. Et donc il est en train de m'expliquer ça, puis il se retourne et il me dit c'est bon, j'ai fait une erreur. Alors je lui dis non, c'est quasiment bon, il y a des petites erreurs, mais c'est pas ça qui m'interroge. C'est pas toi qui m'as dit il y a 3 mois que tu ne savais pas ce que c'était qu'une molécule d'ADN? Mais monsieur, je ne sais toujours pas ce que c'est qu'une molécule d'ADN.
Sauf que c'est génial ce mécanisme. Et franchement, je regarde maintenant dans les livres, je vais voir ce que c'est. Et donc ce genre de comportement-là, eh bien, je ne l'avais pas avant. Parce qu'avant, j'aurais pris ces 5 étudiants et je leur ai dit, je vais vous remettre à niveau. Allez, vous en faites pas, je vais vous faire 5 à 6 heures de remise à niveau. Je pense que je les aurais perdus. Donc moi, je ne vois pas de grosse différence dans ma classe. Par contre, pour être très complet, j'ai une collègue qui fait de la classe inversée en licence de droit. Là, c'est sur des promos de 500 étudiants, des promos importantes. Eh bien, en faisant ces méthodes un peu différentes des miennes, mais beaucoup de points communs, on a augmenté le pourcentage de réussite de 15 à 20%, parce que là, on avait un taux d'échec vraiment important de 40%. Donc, l'efficacité des méthodes d'innovation pédagogique, on n'est pas obligé de toujours aller les chercher sur des résultats aux examens, on peut aller les chercher sur d'autres types de niveaux. Oui, très bien. Enfin, je confirme les conclusions, mais j'ai moins d'expérience, quoi. Oui, tout à fait, oui. Peut-être une autre question? Oui. Comment tu as évalué la charge de travail pour vous entre la préparation et l'évaluation? Donc, la question, c'est... L'évaluation continue. Ok, donc comment on peut quantifier finalement la charge de travail qui incombe ou l'évaluation des étudiants? Quelle est l'évolution? Parce que vous devez a priori plus préparer de contenu pour la classe, mais j'imagine par contre... Ok, donc c'est la préparation et l'investissement en temps que l'enseignant doit faire, donc à la fois pour préparer les cours et pour évaluer. Bon, j'ai envie de dire, quand on aime, on ne compte pas. Je pense qu'ici, j'ai donné énormément d'énergie pour pouvoir mettre en place. C'était une première expérience. Donc voilà, peut-être que fatalement maintenant, avec, voilà, si je reproduis cela, j'aurai déjà mes outils. Mais en effet, ça prend du temps. Maintenant, voilà, c'est une autre façon de faire. Je pense que beaucoup de choses prennent du temps. On s'y retrouve à un moment donné. Moi, par rapport à cette question de temps, avec 2 réponses très courtes, du point de vue de l'enseignant, tel que je l'ai vécu, et du point de vue de mes étudiants. Du point de vue de l'enseignant, très clairement, la première année, quand j'ai mis ça en place, ça m'a pris 130% de mon temps. Donc j'ai dû investir presque un tiers de mon temps que sur ce cours. Mais tout de suite, la deuxième année, je suis revenu à 100%. C'est dans la préparation, la façon dont j'ai monté ça. Vraiment, la première année, ça a été un très gros investissement en temps parce qu'il a fallu organiser les méthodes, créer les exercices, je vais dire 130%. Mais très rapidement, je suis revenu à 100% et je dirais avec beaucoup de satisfaction, des façons d'interagir, le temps passe très vite. Donc finalement, un retour sur investissement particulièrement important. Ce qui est important aussi, c'est de répondre à votre question aussi du point de vue de l'étudiant, parce que ça, c'est fondamental. Au début, moi, quand j'ai dit à mes étudiants, je vous propose une innovation pédagogique, je ne vais pas vous faire cours de la même manière. Vous savez, des classes inversées où il y en a plein qui ont dit « Ah non, monsieur, pas la classe inversée, pas ces méthodes-là, ça prend beaucoup trop de temps. » Et puis on en fait beaucoup trop. Parce qu'un étudiant, quand il écoute un prof 1 heure, on peut imaginer qu'il travaille chez lui une demi-heure, je ne sais pas. Et qu'ensuite, il prépare, il va faire le calcul, il va savoir, chaque étudiant va se dire, moi, pour 1 heure de présentiel, ça équivaut à autant. Ça peut multiplier par 2 ou par 3, je ne sais pas. Tandis que si vous dites aux étudiants, do it yourself, lit les documents, et qu'il doit travailler 2, 3, 4 heures chez lui, il arrive en face à face, vous lui refaites une heure de classe inversée, et ensuite il comprend des choses, il corrige, et il doit retravailler. Il a vite fait le calcul que ces 24 heures de face à face, ça lui vaut 60 heures de boulot. Donc il peut le supporter d'un enseignant. L'innovation pédagogique, ça doit aussi se travailler dans une équipe pédagogique. Parce que si tous les profs, en parallèle, se mettent à multiplier par 3 ou par 4, vous allez avoir une vraie révolte. Donc, ce que moi, j'ai essayé de faire avec ma classe renversée, c'est que je me suis arrangé pour que tout le travail se fasse en présentiel et que la quantité de travail qu'ils puissent faire chez eux, ça soit du même volume que si j'avais fait un cours classique et qu'ils apprennent. Donc, ils supportent bien mon système parce que je ne leur donne pas du temps de travail en plus. D'autres questions? Levez bien la main si vous avez des questions. Oui, oui. Je voulais être sûr de ne pas rater. Vous avez parlé de la répartition des responsabilités aux élèves, etc., dans la composition des groupes. Est-ce que c'est des responsabilités qui décident entre eux ou est-ce que vous avez Dans mon exemple, j'ai parlé de la responsabilité des étudiants dans un groupe. Est-ce que je leur impose ces responsabilités? Est-ce qu'ils choisissent entre eux, etc. Très franchement, c'est un prétexte. Je n'ai pas besoin de donner des responsabilités aux étudiants. C'est parce que la première année, et je m'en suis aperçu les années suivantes, je me suis dit, si je les laisse comme ça s'organiser par eux-mêmes, un groupe de 6, il suffit qu'il y en ait 1 ou 2 qui mettent les mains dans les poches ou qui attendent que ça se passe, je vais tout de suite plomber le groupe. Donc
S'ils sont 6, je leur dis voilà, il faut 6 responsables différents, débrouillez-vous. Et je le fais à chaque fois, et mes collègues aussi, puisque là je vous parle d'une expérience personnelle, mais dans mon université, on est une trentaine d'enseignants dans différentes matières à faire ce genre d'expérience, ou à peu près, et on a tous adopté des points communs. Le casting des étudiants, le nombre de groupes, on leur donne des responsabilités, voilà. On a à peu près une dizaine de petites recettes qui marchent toujours, et après on en fait un peu ce qu'on veut, mais franchement, les étudiants, je vais vous dire, hein, c'est très rare les groupes qui gardent leurs responsabilités, ça arrive presque jamais. Leur responsabilité individuelle marquée. D'autres questions? Oui, oui, je t'en prie. Comment vous faites pour diriger les séances de façon efficace, justement pour avoir ce fil conducteur dont vous avez parlé? Comment est-ce qu'on fait pour diriger les séquences de manière efficace, pour avoir un fil conducteur? Déjà, bon, alors diriger, je comprends le mot, hein, même si c'est pas une direction, mais je comprends l'idée. La meilleure réponse, ça serait que tu viennes dans ma classe, parce que ce que j'ai pas dit, c'est que ma classe est ouverte. Donc mes heures de cours sont indiquées sur Internet. Dans le site, les portes sont ouvertes, tout le monde peut rentrer. Donc quand je travaille avec 40 étudiants, j'ai toujours 3-4 profs qui viennent, qui observent, qui discutent avec les étudiants. Le meilleur moyen de créer cette dynamique avec les enseignants, c'est de partager les expériences. Et moi, je suis dans des classes avec d'autres enseignants, on monte des protocoles, on fait des observations ensemble, on s'inspire les uns des autres. Donc ça serait une invitation. Quand les cours commenceront, je peux l'envoyer par mail. Et dans la limite du possible, une fois, j'ai eu 20 personnes qui ont voulu venir dans ma classe alors que j'avais 40 élèves. Ça peut poser un problème. Alors comment je fais? Je vais donner un exemple. Une séance dure par exemple 2 heures ou 3 heures. Les étudiants arrivent à 8 heures et de 8 heures à 8 heures et quart, c'est moi qui prends la main, toujours. Je fais un échauffement, c'est-à-dire je leur fais faire toujours quelque chose de différent. Donc quand ils arrivent à 8 heures, ils s'installent, ils ne savent pas ce qui va se passer. Ça évite l'étudiant qui va démarrer le cours à froid, comme si vous mettez à faire du sport sans faire d'échauffement. Ils sont assis, prenez vos affaires, voilà, on s'installe, où j'en étais la dernière fois, est-ce que vous avez des questions? Enfin, quand on démarre de cette manière-là, il y a 90% des gens qui n'écoutent pas, parce que ça commence toujours de la même manière, et ils attendent que le cours commence. Et quand le cours il commence au bout de 5 minutes, ça démarre à froid. Donc moi, c'est toujours une surprise. Le QCM intelligent, par exemple, c'est un vrai QCM intelligent. Admettons que ce jour-là, c'est le QCM intelligent. Top, ça démarre, 8 heures du matin. Chaque équipe produit un QCM avec 5 propositions de réponse. Ils sont connectés. Au bout de 2-3 minutes, 3-4 minutes, chaque équipe donne le QCM à l'équipe d'à côté, qui a 2 à 3 minutes pour résoudre le QCM. Il est intelligent parce que pour avoir les points, il faut trouver les bonnes réponses et expliquer pourquoi les autres sont fausses. Donc sinon, vous n'avez pas les points. Vous trouvez les bonnes réponses, c'est bon, et vous expliquez pourquoi les choses sont fausses. C'est la meilleure façon d'avoir des points. 3 minutes, et troisième rotation, les QCM résolus sont passés à l'équipe suivante qui doit corriger un QCM fait par l'équipe d'avant et pondu par l'équipe précédente. Donc il y a 3 séquences, ça dure un quart d'heure à peine, moins d'un quart d'heure. Production de la question, résolution, correction, et quand c'est fini, on peut même éventuellement faire du QCM inversé, c'est-à-dire que les étudiants ont leurs notes par groupe, et ensuite le prof tout seul, parce qu'au bout d'un quart d'heure, ils sont autonomes, hein, ils font ce qu'ils veulent, ils s'organisent, et c'est moi tout seul au milieu de la salle, j'ai une table, et ils me donnent les QCM, et j'essaye de répondre aux QCM sans document, et j'essaye de les battre. Voilà. Et d'ailleurs, c'est amusant parce que quand je fais le QCM au milieu de la salle, il y a toujours une étudiante qui est autour de moi qui me surveille comme ça. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? Je regarde si vous ne trichez pas. Et surtout, c'est des étudiants que j'ai eu en médecine. Et donc, quand c'est terminé, on fait la moyenne des groupes, on fait ma moyenne, et j'essaye de les battre. Et donc, je leur dis, si j'arrive à vous battre, c'est que votre niveau est moins bon. Donc, à chaque fois, il y a ce petit challenge. Donc, le premier quart d'heure, j'ai la main. Ensuite, tout le reste de la séance, il s'organise. Là, je suis disponible. Je passe entre les groupes. Donc, quand il y a un groupe qui a une question à me poser, la règle, c'est que tout le monde doit écouter. Vous savez, quand vous avez fini un cours et que vous vous retournez et que vous dites « Est-ce que vous avez des questions ?» Il y en a 2 ou 3 éventuellement qui posent des questions, mais ça embête tout le monde. Et donc là, c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que quand on dérange le patron de la start-up, on va dire, eh ben, le temps, c'est de l'argent. Moi, j'arrive et je dis « Voilà, s'il y a une question dans une équipe, tout le monde doit écouter la réponse. » Donc ils savent que s'il y en a un qui a une question, est-ce que la source est bonne? Qu'est-ce que vous en pensez? Et là, j'ai 100% d'attention, ce qui me permet d'aller d'un groupe à l'autre. Voilà, donc ça c'est autonome. Et comme j'ai dit tout à l'heure, les 3-4 dernières minutes, et on va vous faire une surprise avec Sébastien dans très peu de temps, les 3-4 dernières minutes, ils ne quittent jamais la salle sans qu'on leur fasse faire l'évaluation dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y avait une dernière question là-bas? Oui.
Moi, je les attends. Puisque Ah oui, pardon. Oui, donc c'est de savoir si donc on a fait ça en bachelier 3 a priori. Donc est-ce qu'on a déjà des résultats sur le comportement des étudiants lors de l'année d'après, hein. Donc fatalement, moi je viens de commencer. Donc en effet, je vais récupérer les étudiants ici qui ont suivi ce cours et je vais pouvoir voir ce qu'il en est devenu. Donc, moi, la très grande majorité de mes étudiants, donc en bachelier 3, passent en master 1, donc je leur fais pas forcément cours. J'ai pas fait d'études scientifiques pour les suivre. J'en suis quelques-uns et je vois qu'il n'y a pas trop de problèmes, mais c'est vraiment 1 ou 2 étudiants par promo de 40, donc c'est pas du tout significatif. Là où je m'inquiète pas trop, c'est que ces étudiants-là, finalement, sur les centaines d'heures d'enseignement qu'ils ont, le taux de classe inversée ou renversée, ça dépasse rarement les 10%. Donc s'il y avait des difficultés de compréhension, ça ne serait pas forcément dû à la classe en question. Comme j'ai dit tout à l'heure, la production de leurs cours depuis 3 ans, la qualité, la quantité, la production de leurs cours et l'examen, parce qu'il y a quand même un examen final, hein. Il y a un examen final anonyme, sans document, et là c'est un vrai contrôle de connaissances, le niveau est le même. Donc, ah oui. Donc la question, c'était pas tellement en tant que résultat et de facilité à poursuivre dans le master, mais est-ce que ces méthodes leur permettent d'acquérir aussi d'autres types de capacités ou de compétences, d'avoir envie de chercher de l'information, de se poser des questions, peut-être aller vers de la recherche, c'est ça, hein, c'est à peu près ça. Alors moi, ce que j'observe, c'est que beaucoup de mes étudiants en bachelier 3 essayent d'aller vers des masters plutôt recherche, et en général, ceux dont j'observe un comportement beaucoup plus efficace en termes de recherche d'informations, etc., ce sont ceux-là qui me posent la question. Donc il y a une plus grande cohérence pour moi quand je vois un étudiant qui me dit « Monsieur, j'aimerais bien une lettre de recommandation ou que vous m'aidiez à aller vers une poursuite d'études plutôt en recherche parce que je l'ai vu fonctionner. » Alors que les années précédentes, ces étudiants-là, quand ils venaient me dire « Monsieur, j'aimerais bien faire de la recherche ou avoir une poursuite de cursus dans des matières où il y a plus de réflexion », est-ce que vous pouvez me faire une lettre de recommandation? J'avais juste que son niveau scolaire à noter. Voilà, donc on remarque quand même ce goût, pas pour tous, hein, parce que Sébastien l'a dit, il a parlé de ses pourcentages de satisfaction. Moi, au début, quand je présente ma méthode, je prends toujours 2 heures pour leur expliquer pourquoi on va faire ça, et de manière à ce qu'ils comprennent pourquoi on fait cette évaluation, cette innovation. Et je les fais voter, je leur demande, est-ce que vous avez envie d'aller dans l'expérience ou pas? Ils ont le choix. S'ils me disent non, on ne veut pas, moi je peux faire des cours normaux. Eh bien, depuis 4 ans, quand je pose la question avant l'innovation pédagogique, j'ai presque toujours 10% de mes étudiants qui ne veulent pas y aller. Donc, vous avez beau leur expliquer, au début, on va faire ça, 10% qui ne veulent pas y aller, et ça correspond, parce que c'est anonyme, mais on discute avec eux pendant le semestre. Ça correspond presque toujours aux étudiants les plus adaptés au système académique, ceux qui aiment bien travailler pour eux, pour leurs notes, et qui veulent vraiment être payés pour ce qu'ils ont fait. Ils acceptent de travailler avec les autres, mais ils veulent être payés en cote ou en notes que pour leur travail. 10% de gens qui ne veulent pas le faire, d'ailleurs ils sont toujours là à la fin de l'année, hein, c'est les mêmes. J'ai à peu près, je dirais, 70% d'étudiants qui ont envie d'y aller, mais qui se disent on va voir, qui veulent tester, et puis le reste, ils veulent y aller. Ben alors, pour la première fois, on leur propose un truc, ils meurent d'envie d'y aller. Oui. Alors, la question, elle est petite, mais elle est complexe. Donc, par rapport au groupe, le casting de groupe, la façon dont je les fais travailler, l'évaluation que je donne pendant le contrôle continu avec des points, est-ce que les étudiants, puisqu'ils vont avoir une note commune, même s'il y a des bonus individuels, est-ce qu'on arrive à repérer ce dont on pourrait dire soit qui travaille pas, qui acquiert le cours ou qui l'assimile plus ou moins bien? Sachant, comme dit Marcel Lebrun, enseigner c'est une chose, mais apprendre c'est autre chose. En français, on dit je vais t'apprendre. Enfin, on n'apprend jamais rien à personne. On transmet des choses, on essaye d'accompagner, mais l'apprentissage, c'est aussi de l'autre côté. Donc moi, mes groupes, c'est des groupes de 6. Le casting, je le fais au départ. Donc je mélange bien l'ensemble. Et pendant presque tout le cours, parce que ce que j'ai présenté là, c'est la classe renversée. Aujourd'hui, cette classe renversée, quand j'ai un semestre, je ne la pratique qu'à 2 tiers de temps.
Là, je vous ai présenté la classe renversée les 2 premières années quand je la faisais sur tout le semestre. Aujourd'hui, cette classe renversée, je la pratique à 2 tiers du semestre. Les étudiants sont en casting, ils ont des notes communes et des notes individuelles. En points. Et j'ai un système d'auto-évaluation qui est adapté d'un test qui s'appelle le 180 degrés, que je fais faire à mes étudiants. Ils s'auto-évaluent. C'est ma façon d'aller repérer ce que j'appelle les passagers clandestins. Puisqu'ils ont des notes communes. Pour éviter qu'il y ait un passager clandestin qui profite des notes du groupe, il y a ce système-là. Moi, j'observe, les étudiants s'auto-évaluent entre eux. Et ça correspond assez bien. En général, pour 50 étudiants, il y a chaque année 1 à 2 passagers clandestins qu'on repère très vite d'ailleurs. On les repère même avant le test, mais le test permet d'attraper l'étudiant, discuter avec lui en lui disant « Écoute, je ne sais pas si tu bosses moins que les autres, mais en tout cas, c'est la perception que le groupe a et que j'ai. Sous-entendu, peut-être que tu travailles mieux que les autres, mais ce n'est pas la perception que tu donnes. » Entre nous, ça serait dommage, parce que imagine qu'au boulot, plus tard, tu travailles mieux que tes collaborateurs et que tu donnes une mauvaise perception. Très vite, l'étudiant, il dit « Non, monsieur, ce n'est pas une perception, je travaille moins bien que les autres. » Donc déjà il s'en rend compte. Ça, c'est donc une façon de noter. Donc je note mes étudiants en groupe, de manière collective, et je les note individuellement. Et ce que je fais depuis 2 ans, c'est que le dernier tiers de mon cours, parce que les étudiants, je vous ai dit tout à l'heure, ils participent à l'innovation. Les étudiants, il y a 2 ans, m'ont dit « C'est bien la classe renversée, mais surtout les bons élèves, hein, les fameux 10% qui ne voulaient pas aller jusqu'au bout, même pas commencer. » Il m'avait dit « C'est bien la classe renversée, mais l'examen, il approche. Nous, on voudrait quand même aussi un peu de contenu sans repartir dans le cours magistral. » Et donc, ce qu'on a décidé avec eux, et c'était une très grande réussite, c'est que maintenant, je fais de la classe renversée à 2 tiers de temps, et le dernier tiers du semestre, je fais de la classe inversée. C'est-à-dire que je fais la classe inversée classique, mais sans leur donner de documents, en travaillant sur leur production des 2 tiers précédents. Et là, ils se mettent en groupe comme ils veulent. Donc je casse les équipes, ils se mettent en groupe entre affinités, ils vont travailler peut-être les meilleurs élèves entre eux, les amis entre eux, et là on va travailler pour construire des questions qui vont servir à l'examen. Et donc là, cette fois-ci, j'arrive à les noter de manière différente. En groupe, c'est plus les mêmes groupes, ou individuellement, parce qu'ils produisent des questions. Je peux leur demander à chacune de produire des questions. Je note la qualité de la question, et comme je suis l'élève, comme je suis devenu l'étudiant, eh bien, je note la qualité de la réponse, la façon dont il me corrige. Juste pour détailler l'histoire que j'ai dit tout à l'heure rapidement, tout à l'heure, quand j'ai dit que mes étudiants me notaient, me mettaient des notes ou des annotations, mes collègues m'ont dit « Mais ça sert à quoi ? Je comprends le système, hein, mais ça sert à quoi que tu ailles jusqu'au bout d'être l'étudiant ?» Alors je leur ai dit « C'est très simple. Quand j'ai un groupe d'étudiants qui me pose une question très compliquée, par exemple, quand j'ai un groupe d'étudiants qui me dit, ils sont 6, hein, à l'aide d'une question à 5 points ou à 10 points, à l'aide d'un tableau à 2 colonnes, donnez-moi les points communs et les différences entre les mécanismes enzymatiques de telle enzyme dans telle condition et de telle autre. 2 points pour les illustrations, 4 points pour les définitions. Là, je dis, punaise, ils ont bien bossé, je réponds du mieux que je peux, j'ai 10 sur 10. Et j'ai de très bonnes annotations, très bon élève. Par contre, quand j'ai un autre groupe qui me dit 10 points, à quoi sert l'ADN ? Là, je me dis, punaise, ils n'ont pas bossé. 10 points, à quoi sert l'ADN ? Ils vont m'entendre. Je dis, je ne sais pas. Ou alors je dis, l'ADN contient du désoxyribose, qui est un sucre. Ah bah oui, l'ADN, c'est une réserve de sucre. La cellule mange son ADN quand elle a faim. Ou quand elle... Et donc là, des fois, j'ai un demi-point quand même parce que je leur ai dit qu'il y avait du désoxyribose. Et là, j'ai une mauvaise note et des annotations. Terrible. Seulement, les étudiants doivent m'annoter et me donner la correction. Et donc, ils comprennent très vite que tout travail qui n'est pas fait en aval doit être fait en amont. Voilà, où je me trompe, c'est dans le sens-là, en tout cas. J'inverse tout, donc j'ai des difficultés. Et ils comprennent très vite que plus mes notes montent, meilleurs ils sont. Voilà. Et les étudiants, quand vous leur posez la question, est-ce que c'est facile de noter un prof ? De lui poser des questions. Ah non, il faut connaître le cours. Il faut connaître le cours. Quand vous construisez la question, il faut construire le barème. Et quand le prof il vous répond, punaise, il faut le corriger. Eh bien, je peux vous dire que c'est un très bon exercice. Tout à l'heure, j'ai dit de manière rapide, la meilleure façon d'apprendre, c'est d'enseigner. Une fois, dans une conférence, il y avait un participant qui avait tweeté « Monsieur Caillé vient de dire que la meilleure façon d'enseigner, c'est d'apprendre ». Et moi, quand j'ai vu le tweet à la fin, je lui ai dit « Ah mais il s'est trompé, il a inversé le... » Et en fait, il n'a pas inversé, c'est une autre vérité. La meilleure façon d'enseigner, c'est aussi d'accepter d'apprendre des autres et de changer un peu les choses. Oui, ce QCM intelligent, je l'ai utilisé aussi, c'est vraiment très puissant comme outil, parce que finalement, ça donne un regard aux étudiants sur la qualité de ce qu'ils peuvent produire. Et voilà. C'est une des techniques que j'ai le plus utilisées. Je ne sais pas s'il y a encore une question ou l'autre. On a du travail pour vous. Donc, comme dans toute bonne... Ouais.
Donc on va vous distribuer une feuille, vous allez voir, vous n'avez pas le droit de sortir si vous ne l'avez pas remplie, c'est comme mes étudiants. Donc vous êtes obligé de rester tout le week-end. Vous êtes obligé d'écrire, donc de répondre aux questions. Le point que vous allez voir, c'est bien indiqué. Souvent, ce que je fais avec les étudiants, c'est le point qu'on a préféré, le point qu'on a détesté, ce qui fait peur ou ce qui ne fait pas peur. C'est anonyme. C'est anonyme, on rentrera tout ça dans une feuille Word et vous aurez le verbatim. Comme ça nous, c'est de la matière intéressante en interaction. Et vous aurez, si vous avez vos mails, je pense qu'ici au niveau de l'université, il y a un mailing, eh bien vous récupérez chez vous, par mailing, la somme de tous les points positifs et tous les points négatifs. Comme on l'a dit tout à l'heure, on s'est arrangé, Sébastien et moi, pour avoir 10 sur 20 exactement à la fin de cette évaluation. Alors, le côté anonymat, c'est facultatif, puisque moi j'ai pu l'expérimenter avec les étudiants. J'ai laissé le libre choix aux étudiants de s'identifier, et plus de la moitié des étudiants finalement qui mettent des commentaires positifs ou négatifs ont rempli le questionnaire de manière non anonyme. Donc ils n'avaient pas peur finalement de partager l'expérience et de s'identifier. Donc voilà, ça c'est comme vous voulez. Ouais, donc les premiers commencent à terminer le questionnaire. Donc, vous pouvez les ramener... nous les ramener à l'arrière par après, hein, donc, ou devant, donc n'hésitez pas. Donc en tout cas, nous deux, on souhaiterait vous remercier pour votre attention. C'était en tout cas, Jean-Charles, un très grand plaisir d'avoir pu discuter avec toi. Donc, voilà, comme l'a dit Sébastien, merci à toutes et à tous. Nous, on a eu du plaisir à préparer ça à deux et on est à votre disposition et pour vous inspirer, mais aussi être inspiré par vos propres innovations, parce que si on avait vraiment voulu faire une conférence inversée, on n'aurait rien dit, on aurait juste écouté toute la somme de ce que vous faites vous-même en classe à l'université. Merci à vous, et puis je vais laisser la parole donc à nos hôtes, enfin en tout cas à mes hôtes, pour conclure la journée. Voilà, merci à vous.